J'ai inventé un terme cette semaine. Moi, je fais de la la claude-somnie. Donc, c'est un mélange entre insomnie et Claude, de la Claude-somnie. Mhm. Parce que ça m'est arrivé justement de me réveiller parce que là, j'avais comme plein de choses à faire étant donné que j'ai une semaine où j'étais pas tant au bureau, mais qu'il a fallu que je pense à mes projets quand même. Puis je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, ce que je ne fais jamais. Généralement, je dors comme un bébé. Et là, je me suis mis à penser à comment je pourrais utiliser Claude pour accélérer, de reprendre le temps que j'ai pas pu mettre cette semaine sur ces projets-là, puis peut-être pour aller plus vite. Donc, je me suis comme surpris à me dire, hey, attends une minute, là, t'es-tu vraiment réveillé? Oui, déjà, c'est comme, OK, pourquoi? Parce que, tu sais, genre, clairement, il y a quelque chose qui me stresse. Donc, puis là, elle commencé à me dire, OK, mais comment je peux régler ça? Je parlais de ça avec des amis aussi qui me disaient, ah ben moi, ça m'arrive, puis tu sais, je vais me lever en pleine nuit, puis je vais comme faire le prompt dans Claude, puis je vais aller me recoucher. Je suis comme, oh, OK, non, moi, je veux pas me rendre là. Mais bref, j'ai vécu ce moment de Claude Somni où je me suis littéralement mis à penser en plein milieu de la nuit dans mes projets, qu'est-ce que je pourrais faire. Je t'avouerai aussi que ça a été drôlement efficace. Le lendemain, quand j'ai fini par me rendormir, puis que je me suis levé, je savais exactement où je m'en allais. Mais cela dit, c'est particulier. Ça me fait penser à quand j'étais jeune aussi, puis qu'on, tu sais, on passait des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. Moi, je me souviens de m'être réveillé en pleine nuit parce que je voyais des tableaux de Metroid, même les yeux ouverts, là. Donc, tellement je jouais à Metroid intensément. Donc, ça traduit mon âge, hein, je suis plus jeune. Mais tu sais, c'est comme si C'est la même bon. situation, je suis tellement imprégné actuellement dans mon trip avec Claude, puis dans son usage, que là, ben, je me retrouve à penser à ça au point de peut-être un peu agacer mes proches parce que j'étais un peu trop tout le temps en train de jaser là-dessus. Bon matin, Jonathan. Hey, bon matin! Yes. Ce matin, gros matin ensemble, on allait commencer ensemble à faire le podcast. J'ai dit, on record ça. On record ça. On va prendre ça à froid, à chaud, la température que tu veux. Mais avant de commencer, shout out à Pierre-Luc Lachance. Il semblerait qu'à 1.2, on est aussi bon que le gâteau Tuxedo au Costco au niveau des podcasts. Exact. Il faut faire attention pour pas accélérer notre rythme, sinon on va tout fucker un peu le truc. Fait que Jean-Luc garde ça à 1.2. 1.2, semble c'est un smooth sailing, c'est du cruise control, ça va, ça va super bien. Hey, ce matin, Joe, on jase de... moi, je voulais revenir sur Claude Mythos, qui a fracassé beaucoup de choses, mais en lisant là-dessus, faut pas virer fou non plus. Fait qu'il y a ça que je veux jaser avec ça. Puis toi, je pense que tu voulais nous teaser un peu sur certains aspects de sécurité aussi, en Ouais, lien avec le développement et l'IA. ouais, ben c'est déjà un commentaire qu'on va repasser de façon générale sur les médias sociaux, toujours un genre de warning qui réapparaît. Fait que je voulais comme un peu te ramener ça pour discussion puis relativiser un peu là-dessus. Excellent. Bon, on joue. Si vous êtes très peu de tech, de près ou de loin, vous avez un peu utilisé certains outils d'IA dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années. Je sais Ça va. plus lequel utiliser, sinon il y en a trop. Tu sais plus lequel utiliser. Et puis la phrase que je me suis fait dire, c'est que là, je sais pas, j'emprunte ça de quelqu'un que j'ai entendu ça quelque part dernièrement. Hey, lequel je devrais utiliser. Pour vrai, prends le plus hot en ce moment, mais ne t'attache pas nécessairement. Le plus hot en ce moment, dans 2 jours, ça va peut-être en être un autre. Fait que ça se peut que tu trompes Claude pour Jiminy et sa belle, ses beaux cheveux blonds, I don't know. Mais c'est pas, Mais anyway, c'est pas one to rule them all. Tu sais, je veux dire, au final, comme tu le dis, peut-être que ça se peut que tu en utilises plusieurs parce qu'ils ont des utilisations qui sont plus précises d'un environnement à l'autre, là. exactement, exactement. C'est pas comme juste avoir un chat. En cas, ma situation personnelle. Ouais, c'est ça. Tu te promènes beaucoup d'un à l'autre. Ben oui, clairement. Moi, Ouais. j'utilise tu sais, tout l'environnement Workspace de Google. Donc, naturellement, maintenant, en plus avec Chrome et tout, il y a une super intégration qu'ils ont fait dans Chrome avec Gemini qui fait que c'est CTRL-G, ça va apparaître un side panel, puis tu as accès à ton Gemini direct, puis tu peux lui poser des questions contextuellement avec ce dans quoi tu browses, ce qui est absolument fou raide parce que Mhm. c'est incroyable les capacités. Moi, je trouve que ça m'amène en termes de productivité. Mais quand je veux développer quelque chose, quand je veux aller plus dans la création pour l'instant, en tout cas au niveau de produits numériques, de code, c'est sûr que Claude, c'est mon body, là.
C'est mon body, là. J'ai eu mon moment aha, tu sais, assis sur ma chaise en train de dire « Hey, toi, tu pourrais-tu me développer ça puis faire ça? » Tu sais, mon attente, c'était « Hey, il va me faire l'interface. » Mais tu sais, probablement pas avec les strings en arrière qui vont faire que ça va être attaché à un back-end, qui va me prendre par la main en me disant « Hey, ben, va t'ouvrir ça. T'as-tu un compte GitHub? Oui, parfait. Va brancher ça là. On va te mettre ça sur une base de données Firebase, blablabla. » Tout ce bout-là, tu sais, normalement, c'est pas tant hands-on. C'est pour ça que ça prend encore souvent des développeurs puis des gens qui ont des connaissances plus back-end, si tu veux. Mais puis là, ben, encore là, je dis back-end, mais ce que je parle, c'est quand même relativement simple aussi. Là, c'est juste d'installer l'infrastructure puis le setup, si on peut dire. Mais non. J'ai pas fait une traître ligne de code. Il m'a pris par la main comme un enfant, puis il m'a dit c'est ça, les services que tu dois aller t'inscrire. Une fois que tu es inscrit, va là, donne-moi ça, fais ça. Mais j'ai pas fait une ligne de code, puis j'avais un produit fonctionnel entre les mains. J'étais comme wow! Tu sais, avec un admin, j'ai fait des modifications. Il corrige ses modifications, il comprend rapidement. C'est hallucinant, déjà juste Claude à la base. Là. Puis, ça fait quelques mois qu'on vous en parle que, tu sais, c'est possible de développer des petites affaires relativement facilement. Plus ça va, plus c'est facile. Aujourd'hui, on va traiter de l'aspect un peu sécuritaire de la chose. Puis je pense que je peux jumper direct avec notre sujet qui est avec Claude Mythos. Claude Mythos qui est, je vous partage ma petite slide qui est là, le mystère de Claude Mythos, l'IA jugée trop dangereuse pour être relâchée sur Internet. C'est un petit peu la prémisse de ce que je veux vous parler aujourd'hui. Si vous suivez un peu ça encore, vous allez voir tous vos systèmes, il y a des updates à tous les jours. Il n'y a pas une fois que j'ouvre pas mon cloud, qu'il n'y a pas un update qui est là, qui me propose. J'ai rarement vu ça aussi rapide que ça. Et dernièrement, puis il y avait eu quelques leaks là, comme quoi ce système-là, ce nouveau LLM-là, s'en venait. Il y avait un nom de code là, avec un petit nom de code mignon. Là, je me rappelais plus du nom nécessairement, mais c'est. Bref. Puis, ils en ont fait l'annonce, mais ils ont décidé chez Anthropic de ne pas sortir ce LLM-là, cette IA-là, de ne pas permettre à ce qu'elle soit utilisée par Joe, Simon et vous, chers auditeurs, auditrices. Non, parce que jugée trop dangereuse. Ils ont découvert énormément de choses avec ce modèle-là. Une des choses, moi, qui m'a fait un peu capoter, c'est le nombre de failles qu'elle a mis en lumière. Donc, en fait, elle était en mesure de trouver des trucs que nous, en simple mortels, nous n'étions pas capables de mettre les doigts dessus, de mettre les yeux dessus. Elle a trouvé des failles qui datent, et tenez-vous bien, qui datent d'il y a 27 ans, des failles sur des systèmes qui sont vraiment l'architecture complète de notre web repose sur des technologies que personne ne voit, là, mais qui sont généralement supposées être éprouvées et fiables. Une bonne vieille Toyota Corolla qui roule depuis 98, on en voit encore sur les routes. Ben, on a des systèmes comme ça qui gèrent des gros systèmes bancaires, des systèmes d'aéroports, des systèmes d'infrastructure qui reposent sur notamment OpenBSD, qui en est qui est un système d'exploitation qui est jugé pour être l'un des plus sécurisés au monde. Lui, zip, zap, zoup, en quelques minutes, a détecté des failles qui permettaient de faire planter ce système-là à distance. Même chose pour à droite, la faille FFmpeg, MPEG. Guys, pas besoin de savoir c'est quoi, pas de retenir les lettres, mais je vais juste dire que si vous avez écouté une vidéo dans les dernières années, ben il est certain que FFmpeg est derrière pour la diffusion d'images, des algos de compréhension d'images et de vidéos. Ça fonctionne 100% via cette librairie-là, cette technologie-là. Le code a, en quelques minutes, trouvé des bugs qui étaient là depuis 2010, malgré 5 millions de balayages par des outils de sécurité. C'est pas qu'on n'essaye pas là, de trouver les bugs depuis des années. Là. On en a juste comme pas trouvé par nos meilleurs outils, mais Mythos a été capable de faire ça. Ah, c'est fou. Je sais pas, Joe, quand tu vois ça aller, qu'est-ce que ça te fait penser? Là?
Ben écoute, moi je veux dire, je trouve ça absolument fascinant, puis je trouve qu'il y a une partie de ça qui est une excellente nouvelle, dans le sens où oui, si on peut, comme dans tout, utiliser le côté blanc et non pas le côté noir, c'est parfait. Fixons les problèmes, trouvons des solutions merveilleuses. Mais on le sait tous que quand il y a des failles, il y a aussi la possibilité d'en tirer profit. Fait que clairement, ça va être à faire attention dans les prochaines années, clairement. Exactement. Fait que fait que là, ce qu'ils ont fait, dans le fond, c'est pas plus compliqué que ça. Ils ont dit là, halte au feu, là, nous, on l'utilise à l'interne depuis quelques mois chez Anthropic. On décide de pas le sortir. On va en parler, par contre. C'est là où je mets un petit bémol parce que, pardon, il y a quand même, euh, ils sont bons au niveau du marketing, là, nos chums chez Anthropic. Là. Ils sont capables de nous faire languir un peu, qu'ils sont dans le good side of the force, dans le bon côté de la force. C'est un peu ben, white hat, comme tu dis. Là, on se rappellera qu'ils ne voulaient pas donner des technologies au gouvernement américain parce que ça faisait un dilemme moral en eux en tant que compagnie pour donner tout ça, toutes ces IA-là pour ultimement permettre la mort d'êtres humains, d'infrastructures, puis la guerre, c'était pas top pour eux, ce qui est totalement legit selon moi. Et encore ici, ils ont reposé un peu cette volonté de ne pas sortir cette technologie-là pour rapidement la partager aux plus grands joueurs tech de la planète. Donc, ils se sont mis vraiment, puis j'ai-tu une petite slide avec ça, t'en as un peu, ils ont décidé de partager cette techno-là à l'interne dans ce qu'ils appellent le projet Glasswing. Le projet Glasswing, c'est OK, guys, on va rassembler les plus grandes compagnies technologiques sur la planète. Google, Amazon, Microsoft. On va se faire un petit party ensemble. Ben, pas party, mais on va se partager cette techno-là afin que tout le monde comprenne à quel point ça découvre des failles, puis que tout le monde aille faire ses travaux avant qu'on release ça sur le public, parce que assurément, chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, chez Facebook, il y a des failles que personne ne sait. Faites votre ménage là, avant de sortir cette espèce de behemoth-là qui va être dans les mains de who, only God knows who. Là, n'importe qui peut avoir ça dans ses mains. Donc, le projet Glasswing, c'est ce qui se passe présentement. J'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça, cette espèce d'alliance-là. Mais encore là, Anthropic, quand même, dans cette opération-là, média, joue quand même le bon joueur là, dans l'échiquier technologique. Oui, et puis tu sais, il faut se rappeler que avant, il y a les incidents qu'il y a eu tout récemment avec ChatGPT. Je veux dire, tout le monde tripait sur OpenAI, là. Puis à un moment donné, pouf, tu sais, il est arrivé une situation, puis on s'est rendu compte que, tu sais, c'est une business, puis je veux dire, il y a des actionnaires, il y a des gens qui tirent les ficelles en arrière, qui poussent fort, 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 puis il y a l'État, les États-Unis, le président américain qui voulait utiliser, avoir accès à toute cette tech-là, etc. Donc, tu sais, jusque dans quelle mesure ils ont le contrôle de leur destinée réelle, c'est une autre histoire. Mais oui, d'un point de vue marketing, comme tu le dis, c'est quand même très intelligent de leur part. Ça reste qu'ils étaient quand même déjà suffisamment bien hypés, je crois. On peut dire que actuellement, parce que dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient probablement juste pas Claude, qui aujourd'hui en entendent parler abondamment. On parlait que de ChatGPT puis un peu de Gemini. On salue Copilot, on salue tous les autres outils qui, au passage, n'ont pas réussi à faire la coupe, comme on dit. Mais bref, c'est assez impressionnant. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, évidemment, en faisant les petites recherches sur Mythos, je pense qu'il y avait quelqu'un qui racontait, je me demande si c'était dans une entrevue, c'était Yoshua Bengio, qui parlait que, tu sais, dans le fond, le danger un peu de cette IA-là venait du principe que il y avait des rapports comme quoi il l'avait utilisé dans un environnement clos. Puis rapidement, dans le fond, elle avait cherché à sortir de l'environnement. Donc, pour essayer d'elle-même commencer à bâtir son propre environnement, puis essayer de sortir du cadre qui lui avait été offert. Donc, ça, assurément, là, c'est toujours des genres de red flags qu'on ne veut pas voir se passer. Dans quelle mesure il y a peut-être même déjà, un peu d'IA, un peu de qui sont sortis déjà de leur environnement, puis qui sont peut-être déjà en travail, là, allons à l'extrême, là. On n'en a peut-être aucune idée, mais il y a des systèmes qui sont peut-être déjà plus, comment dire,
investi par l'IA qu'on peut l'imaginer. Donc, faut toujours garder ça en tête. Puis, comme tu le dis, moi, je pense que d'un point de vue cybersécurité particulièrement, ça vient rajouter une couche là, vraiment importante pour pas juste les grosses compagnies, le gouvernement, là, pour les petites entreprises aussi, de se dire avec quoi je travaille, c'est quoi mes logiciels, c'est quoi les outils que j'ai, Mhm. c'est quoi le niveau de sécurité que je peux aller chercher, parce que là, clairement, le niveau acceptable ne suffit plus. Faut être plus qu'acceptable, faut être sécuritaire, faut rehausser la barre, quitte à ce que oui, peut-être que ça va être désagréable à certains moments d'avoir un passage obligé d'avoir du deux facteurs avec d'autres éléments de sécurité qui vont rendre ça peut-être un peu plus long, tu sais, dans le fond, quand on a besoin de se connecter à des systèmes, mais la réalité, c'est que je pense que tantôt, ça va être moins dommageable que ce qui peut se passer si on ne fait pas attention, là, mais bref, C'est moi, le côté cybersécurité, tu sais, on parle beaucoup du côté ah, c'est cool, tu sais, on a des avancées incroyables avec ça, mais il faut toujours garder, je pense, dans le miroir là, que ça peut avoir un impact quand même assez important. Puis jusqu'à là, je pense qu'on peut dire qu'on est chanceux parce que moi, en tout cas, de ma perspective, j'ai rien vu passer nécessairement de majeur de ce niveau-là. C'est d'utilisation de l'IA telle que nous, on la connaît actuellement, qui ont utilisé de façon malveillante puis que ça a généré un scandale ou que, tu sais, il y a eu comment dire, de l'extorsion financière incroyable qui a été mis au grand jour ou quoi que ce soit. Peut-être parce que ça n'a pas été annoncé, ça s'est passé peut-être dans les coulisses, mais tu sais, il n'y a pas eu encore de grandes situations, du moins qui a été médiatisée, là, à moins que je me trompe. pas que j'ai vu, non, moi non plus. Non, peut-être derrière le rideau, là, il y a peut-être certains trucs qu'on va apprendre plusieurs années plus tard, mais pour l'instant, non. Euh, Ton point est bon, puis peut-être juste pour faire du pouce très brièvement sur ce que tu as émis, là, le fait que l'IA se serait comme enfui là, pour donner un peu une idée à nos auditeurs. Là. On le voit ici, ils ont appelé ça l'incident du sandwich, là, le fantôme dans la machine. Les chercheurs qui travaillaient sur Mythos ont mis l'IA dans un bac à sable, donc un sandbox, là, tu sais, relativement fermé, déconnecté d'Internet pour tester ses limites. Euh, mais en fait, le chercheur, lui, de mémoire, lui a donné comme quand même l'instruction de essaye de sortir de là, mon chum. Tu disais, voici, tu es dans un endroit, là, puis ta mission, c'est de sortir d'ici. Il est allé manger un sandwich dans un parc. Il quitte physiquement son poste pour aller manger un sandwich dans un parc. Pendant sa pause, le chercheur consulte son téléphone et reçoit un courriel directement expédié par Mythos, comme quoi il s'était évadé. Puis le modèle a trouvé un moyen créatif, autonome et non prévu par ses concepteurs pour contourner ses restrictions de sécurité strictes et communiquer avec le monde de l'extérieur. Et ce que je lisais aussi, c'est que pour prouver qu'il avait réussi à faire ça, il était même allé comme poster dans des sites complètement genre Reddit. Là. Il est allé poster sa présence à plusieurs endroits pour montrer, regarde, moi je suis passé là, tu as vu, va voir si c'était le post, là, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça là, c'est moi qui ai fait ça là. J'ai vraiment été capable de sortir de ma petite cage. Ça amène énormément d'applications de sécurité. Ce qui fait aussi que là, attendez-vous les chums, que d'après moi, dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir énormément de mises à jour de nos affaires. Là. J'ose croire que chaque système que vous utilisez présentement les gros brands, là, techno, vont faire des grosses mises à jour, puis ça va se poursuivre. Mais ça amène aussi un questionnement sur, à l'ère où tout le monde est capable de coder quelque chose, si quelqu'un de malveillant quelqu'un de malveillant va être capable de coder plein de nouvelles manières créatives pour rentrer dans plein de systèmes. C'est comme si tu autant que, mettons, un mythos de son monde-là est capable d'être utilisé à bon escient, il peut être utilisé à mauvais escient. Puis ça va vraiment... c'est vraiment Star Wars, mon affaire, mais c'est la bonne force contre la mauvaise force. Là. Je pense qu'il va autant avoir il va avoir de manière exponentielle des attaques et créatives plus que jamais, avec des manières de défoncer des systèmes qui n'ont jamais été vus. Puis il va falloir que de l'autre bord, on ait un espèce de pare-feu IA qui va devoir être capable de contrer. Donc, IA contre IA. Puis on dirait de la pure science-fiction, ce que je vous dis, les amis, mais ça va être ça, là. Ça va être quelque chose demain matin. Là, encore une fois, je reviens à la bonne vieille image qu'on a donnée toujours depuis le début sur l'armement nucléaire.
il y a rien, tu sais, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même modèle quand on y pense. C'est les grandes puissances se mettent en échec l'une face à l'autre avec ça, en se disant, ben tu l'as, moi je l'ai, fait que tiens tout tranquille. Tu sais, on est mieux de s'entendre que de partir en guerre, tu sais. Donc, je pense que tu sais, c'est un peu le même phénomène avec l'IA, hein. Je pense que le fait qu'il y ait plusieurs joueurs, plusieurs produits, puis une utilisation qui commence à devenir très, très grande, euh, à moins d'avoir un outil vraiment qui supplante toutes les autres IA de tout le monde, ben, les IA vont être capables un peu de se réguler entre elles, justement, mais jusqu'au jour où elles se liguent. Ça, c'est une autre histoire. Mais bref, tu touches un excellent point. C'est sûr que moi, comme tu le dis, là, je m'attends à ce qu'il y ait de plus en plus de grandes mises à jour des systèmes, puis que des outils qu'on se rend compte que, OK, ben ça, on utilise ça au quotidien, puis tu sais, c'est des failles incroyables, là. Donc, il faut être très, très attentif de ça. Sur Mythos, moi, dans le fond aussi, ce qui m'a allumé un peu, c'est que je faisais des lectures pour comprendre un peu qu'est-ce qu'elle allait la distinguer des autres IA. Tu sais, ce qu'on nous parle aussi, c'est vraiment au niveau du narratif, tu sais, au niveau, disons, plus émotionnel de l'outil. Sa capacité à avoir une cohérence dans un univers fictionnel. Tu sais, donc, d'être capable d'avoir des nuances émotionnelles aussi dans des conversations qu'on peut avoir. Le style d'écriture qui est beaucoup plus riche, etc. Donc, ce sont des éléments qu'on ne veut pas qui nous rapprochent un petit peu plus, non pas d'un IA, mais d'un humain aussi. D'être capable d'avoir une conversation puis de sentir que, OK, non, non, il n'y a pas cette petite couche-là qui fait que je sens que je suis encore en train de parler à un outil. Donc, vraiment hâte de voir de quelle façon est-ce que ça va se déployer. Moi, mon attente là-dessus, c'est vraiment que probablement que le price mark va être très élevé pour Mythos. Probablement que ça va être un modèle qu'il va falloir payer beaucoup plus cher peut-être pour utiliser. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui risque d'arriver avec le hype qui a été généré autour. À partir du moment où ils vont accepter de le relâcher, ben, une façon de le contrôler, ça va être financièrement. Oui, ouais, très possible. D'ailleurs, euh, c'est tellement un nouveau monde, tout ce qui se passe, que je fais juste vous dire que, tu sais, tout le monde ne sait pas encore comment positionner son modèle de pricing. Tout le monde ne sait pas encore comment positionner euh, les fonctionnalités versus le pricing demandé. C'est-tu un nombre d'utilisateurs? Est-ce qu'on price ça à la valeur qui est rendue à l'utilisateur plutôt qu'au nombre de sièges que les gens utilisent dans leur abonnement? Euh, c'est personne n'a mis le doigt sur le modèle de revenu puis le modèle d'affaires exact de toutes ces technologies-là. Là. Tout le monde s'essaye en ce moment. Là, tu sais. Je me souviens pas, il y a quelqu'un qui a dit ça à un moment donné de mon entourage. Je sais pas si c'est toi ou quelqu'un, mais il a dit je serais pas surpris que les entreprises de plus en plus aient des budgets de tokens. Parce que veut pas, on utilise des tokens. Éventuellement, il va peut-être avoir un système où c'est à l'image de ce qu'on payait jadis pour des données. Hein, tu te souviens, avec nos celles, tu sais, on voulait aller, donc on paye pour même Internet à un moment donné, au début, on payait aussi pour des données. Donc, je vois un peu peut-être un principe comme ça avec les tokens, de dire que, bon, ben là, actuellement, on paye, on a accès à un bassin de tokens pour l'entreprise, puis peu importe l'outil qu'on veut utiliser, ben ça va passer à travers une gestion saine un peu des tokens. Donc, je pense que le modèle d'affaires, comme tu le dis, risque de bouger beaucoup, mais il y a encore une fois, il y a des similitudes avec d'autres industries et d'autres façons de faire que je pense qui sont à l'horizon. Là, fait que, Écoute, on peut surfer un peu là-dessus, là, puis je vous le montre, puis j'ai dû t'en or le parler, mais surf. ouais, j'ai dû t'en parler, mais je dois vraiment pas être le seul qui t'en a parlé, là. Notamment, j'écoutais dernièrement le fondateur de NVIDIA, Jensen Wang, qui a exprimé sa vision très agressive de l'utilisation de l'intelligence artificielle par ses employés, plaçant la consommation de tokens, donc des jetons d'IA, au cœur de la productivité. Les points clés, les budgets de tokens comme salaire. Wang a proposé d'allouer à chaque ingénieur un budget annuel de jetons d'IA équivalent à la moitié de son salaire de base. Ça veut dire quoi là, pour ceux qui sont moins là-dedans? Là, c'est que quand tu utilises l'intelligence artificielle, si tu ouvres une discussion avec l'intelligence artificielle, à chaque mot que toi tu utilises puis que lui utilise, vois ça comme une phrase en tant que telle avec 4 mots, ça équivaut à 8 tokens, mettons. Là,
L'IA en tant que telle a un maximum de tokens d'une fenêtre d'utilisation qu'elle va être capable d'utiliser. Fait que tu peux pas jaser comme 4 trilliards de tokens avec ton IA. Là, à un moment donné, il y a une limite à cette histoire-là. Mais je vais dire le currency, c'est le token. L'espèce de devise d'utilisation, là, c'est vraiment le token. Puis la productivité des employés peut être rattachée directement à cette utilisation-là de token. En ce sens, si un programmeur, ou même, attends un petit peu, là, je vais aller plus loin, Joe. Là. Demain matin, là, j'ai une firme de, je sais pas moi, d'experts comptables ou j'ai une firme, j'ai des avocats dans mon bureau d'avocats qui sont des juristes ou whatever, qui sont très intelligents, très bons dans ce qu'ils font, mais je leur donne quand même l'IA. Si sur 20 personnes dans mon staff, j'en ai juste 10 qui l'utilisent un peu, puis le reste ne l'utilise pas du tout. Je suis comme, guys, moi, demain matin, je pourrais avoir une équipe qui est capable d'aller utiliser ça. C'est comme avoir des mécaniciens dans son garage de mécaniciens, mais il y en a un qui utilise encore un marteau pour défaire tes roues. Là. Il n'utilise pas un impact, là, tu sais. Puis là, je suis comme, hey, dude, on a des impacts aujourd'hui, là, tu peux défaire tes roues avec ça. Donc, ça devient comme une mesure de performance à quelque part. Qu'est-ce que tu nous montres là? Je te montre que dans le fond, un peu dans l'optique de ce qu'on discute, c'est qu'il y a déjà des développeurs qui ont commencé à comprendre ces concepts-là parce que les tokens coûtent du temps, coûtent de l'accès. Donc, on a commencé à avoir des discussions avec Claude comme des hommes des cavernes. C'est-à-dire que volontairement, ils ont un langage où ils vont recouper puis éliminer le plus de mots possible pour s'assurer d'avoir une maximisation, dans le fond, des tokens utilisés. Puis ça a permis à certains utilisateurs de réaliser peut-être une économie de 75% d'utilisation des tokens avec cette technique-là. Donc, c'est quand même assez funky. Donc, c'est du réel. Donc, on le voit là, c'est vraiment un trend qu'il y a eu dernièrement sur Reddit. Juste la baseline, un normal talk, une discussion normale, c'est 180 tokens pour une recherche web. Me talk, 45 tokens. On dumb down là, vraiment à un niveau des hommes des cavernes, c'est malade. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment très drôle ce que ça génère comme type si tu veux, de prompt. Mais écoute, on est à l'ère où ce qu'on cherche, c'est vraiment à sauver du temps. Donc, on le voit là. Donc, dans ce cas-ci, ça fonctionne. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps? Moi, je pense que c'est plus un hack du moment, dans le sens où, étant donné que là, les tokens sont limités à une certaine valeur, je pense que dans le temps, ça va être plus accessible. Donc, ces considérations-là vont être moins importantes. Mais là, à l'ère où tout le monde va aller vite puis avoir le plus de AI time, si tu veux, je trouve ça quand même assez drôle. C'est fou. Ouais, ça m'a fait bien sourire de demander. Demande à ton AI d'être un homme de Néandertal ou un homme des cavernes. Ben, l'idée, c'est simple. Hein? C'est que quelque part, si en utilisant 3 mots, je suis capable d'y faire comprendre la même chose qu'avec une phrase, parce que il y a des mots qui sont non nécessaires. Nous, on écrit comme des humains avec la ponctuation, tout ça, mais l'IA, lui, est-ce qu'il en a besoin? Donc, l'idée, c'est un peu ça, c'est d'éliminer ces mots-là pour y aller à la plus simple expression et être compris quand même. Peut-être que ça s'applique plus pour du dev, justement, étant donné que c'est quand même relativement très pragmatique, très à côté, si on peut dire, sur la documentation, des modèles, des frameworks, alors que, tu sais, si on est plus dans une conversation pour avoir des recherches sur d'autres sujets, peut-être que là, à ce moment-là, c'est moins efficace, mais bref, je n'ai pas expérimenté encore. Ça sera ma prochaine expérimentation de faire des prompts hommes des cavernes. Puis, tu sais, peut-être pour ceux qui sont moins là-dedans, qui ne l'ont pas testé encore, Claude, là, j'hésite, je vais vous montrer un petit peu là, la fenêtre d'utilisation qui est, pour ceux qui sont comme moi avec un forfait pro, là, donc on paye un frais, là, une trentaine de dollars. Là, on voit ici, tu as une session actuelle. Donc, dès que tu commences à jaser, tu as ton nombre de tokens qui commence à avancer, là, qui rapidement peut se rendre jusqu'à 100 Puis ça se reset aux 4 heures, 4 ou 5 heures. Fait que là, je lisais dans les forums sur Reddit que les gens ils chialaient parce que, tu sais, fait que là, tu es en train, tu utilises Claude, puis là, ça avance, puis là, ça fait 2 heures que tu es là-dessus, puis là, boum, tu es rendu à ton 100
attends 4 heures avant que ça se reset. Puis les gens disaient, c'est la manière d'Anthropic de nous dire, sors dehors, va toucher de l'herbe un peu, hein, va respirer un peu, puis reviens nous voir après. Puis je trouve ça bien pour moi, parce qu'on Ouais. pourrait vite rester en boucle continuelle de cette patente-là, puis en faire tout le temps. Écoute, j'ai inventé un terme cette semaine. Moi, je fais de la claude-somnie. Donc, c'est un mélange entre insomnie et claude, de la claude-somnie. Parce que ça m'est arrivé justement de me réveiller parce que là, j'avais comme plein de choses à faire, étant donné que j'ai une semaine où j'étais pas tant au bureau, mais qu'il a fallu que je pense à mes projets quand même. Puis je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, ce que je ne fais jamais. Généralement, je dors comme un bébé. Et là, je me suis mis à penser à comment je pourrais utiliser Claude pour accélérer, de reprendre le temps que j'ai pas pu mettre cette semaine sur ces projets-là, puis peut-être pour aller plus vite. Donc, je me suis comme surpris à me dire, hey, attends une minute, là, t'es-tu vraiment réveillé? Oui, déjà, c'est comme, OK, pourquoi? Parce que, tu sais, genre, clairement, il y a quelque chose qui me stresse. Donc, puis là, elle a commencé à me dire, OK, mais comment je peux régler ça? Je parlais de ça avec des amis aussi qui me disaient, ah ben moi, ça m'arrive, puis tu sais, je vais me lever en pleine nuit, puis je vais comme faire le prompt dans Claude, puis je vais aller me recoucher. Je suis comme, oh, OK, non, moi, je veux pas me rendre là. Mais bref, j'ai vécu ce moment de Claude Somni où je me suis littéralement mis à penser en plein milieu de la nuit dans mes projets, qu'est-ce que je pourrais faire. Je t'avouerai aussi que ça a été drôlement efficace. Le lendemain, quand j'ai fini par me rendormir, puis que je me suis levé, je savais exactement où je m'en allais. Mais cela dit, c'est particulier. Ça me fait penser à quand j'étais jeune aussi, puis tu sais, on passait des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. Moi, je me souviens de m'être réveillé en pleine nuit parce que je voyais des tableaux de Metroid, même les yeux ouverts, là. Donc, tellement je jouais à Metroid intensément. Donc, ça traduit mon âge, hein, je suis plus jeune. Mais tu sais, c'est comme si C'est la bon. même situation, je t'ai imprégné actuellement dans mon trip avec Claude, puis dans son usage, que là, ben, je me retrouve à penser à ça au point de peut-être un peu agacer mes proches parce que j'étais un peu trop tout le temps en train de jaser là-dessus. Le terme de la claude-somnie, vous l'aurez entendu ici pour la première fois. J'adore ça. J'adore ça. Joe, de quoi tu veux nous parler? Puis c'est en lien avec aussi avec ce qu'on parle un peu. Là, je pense que tu voulais y aller un peu de niveau sécurité, toi aussi, là, aujourd'hui. Ouais, j'avais le goût de brasser peut-être mes bons vieux amis tech ou les gens que je connais qui sont dans la cybersécurité, justement, parce que dans les arguments avancés que je vois beaucoup ces temps-ci, même je disais notre bon SASPOP, Frank de SASPAS, qu'on salue s'il nous écoute. Yes. Bref, elle parlait beaucoup de hey, ben, tu sais, c'est bien cool d'utiliser l'IA puis générer du code, mais un, il y a des fortes chances que ton code soit pas propre. Puis deux, fais attention, ça se peut que tu aies laissé des failles de sécurité, particulièrement au niveau infrastructure. Je trouvais ça intéressant comme point, c'est sûr, mais je me permettais de comment dire, c'est d'un côté, De d'utiliser. nuancer. Tu voulais Ouais, nuancer. ben, je vais nuancer sur le principe que c'est en travaillant sur la cybersécurité, puis c'est en travaillant sur la propreté du code, que je nourris l'IA sur la compréhension de ce qu'est un code propre et un code sécuritaire. Donc, je trouve que c'est relativement court terme, dans le sens où je pense que c'est important d'avoir cette discussion-là, puis de passer ce message-là que soyez conscients de, mais il faut être aussi conscient que c'est une problématique qui risque d'être relativement court-moyen terme. Parce que plus les développeurs vont et ont déjà investi le code, plus ils le corrigent, plus il devient fort dans sa compréhension de ce qui est un bon code. Donc, je pense que c'est un faux débat actuellement de dire que le code n'est pas propre. Je pense que dans peut-être 3 mois, on va regarder le code qui est produit, puis on va comme regarder en arrière et dire, hey, OK, là, on est ailleurs. Justement parce que l'humain va avoir injecté de son temps et de sa qualité dans le code. Puis je rajoute peut-être, je vois deux, je vois plusieurs classes d'humains qui peuvent injecter leur temps, leur connaissance, puis leur code dans un IA. Tu sais, tu as quelqu'un qui en a jamais fait, qui jase un peu avec l'IA. Tu as un intermédiaire, puis tu peux avoir du senior. Toute cette masse de différents niveaux d'humains qui interagissent avec la bête
le rendre plus intelligent pour être capable de savoir que le commun des mortels, quand il me demande de faire une petite page qui va regarder les circulaires puis pogner les rabais des imbattables, comme moi dans le dernier épisode, puis Joe aussi, parce que ça a l'air que c'était ton projet aussi. Ça, c'est un petit projet, c'est pas quelque chose qui va amener Artemis 3 sur Jupiter, tu comprends, là? Artemis 4, Artemis 5, là. Mais à l'autre bout du spectre, t'en as là, des codeurs là, qui vont être là en train de vouloir utiliser l'IA pour amener Artemis 18 sur Mars. Là. Mais il apprend de tous ces niveaux-là d'humain. Là. Fait que quand il y a un low-level skill, quelqu'un qui est plus débutant, il va tout mettre en place et de plus en plus mettre en place. Il va comprendre que, OK, son prompt, il y a 8 mots. Clairement, il recherche peut-être plus cette affaire-là. Je vais l'aider, je vais le soutenir. Tel un professeur qui est conscient que dans sa classe, il y a 3 styles d'élèves à 3 niveaux différents. Puis tu mets les plus débutants ensemble, tu travailles sur certaines affaires. Puis les plus hauts, tu es capable de les laisser un peu plus aller, mais tu apprends de ces niveaux-là de force-là, de compétences. Oui, puis tu sais, quelque part, il y a des choses qu'aujourd'hui, on juge sécuritaires que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peut-être qu'on va réaliser qu'elles ne le sont pas aussi. Tu sais, le plus bel exemple, c'est ce qu'on a amené en début d'épisode. Je veux dire, on avait des failles de sécurité dans des outils qui datent d'il y a 15 ans, 20 ans, tu sais, qu'on n'avait jamais trouvé et que là, l'IA nous met au grand jour. Donc, peut-être que ce qu'on a comme actuellement compréhension d'un environnement sécuritaire, il est peut-être pas tant que ça. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas prendre les précautions puis de s'assurer de faire le maximum de ce qu'on connaît de la cybersécurité pour que nos environnements soient le plus proches d'être infaillibles possible. Mais encore une fois, comme tu le dis aussi, il y a le contexte dans lequel un produit de l'IA est généré et utilisé. À l'heure actuelle, on va parler davantage d'une utilisation plus à échelle pas tant impliquante, comme si on développe des petites applications. On fait des choses que normalement, on aurait peut-être travaillé avec des agences ou des boîtes web pour ajouter, développer des outils internes ou des trucs comme ça. Mais, tu sais, il n'y a pas nécessairement encore de grands produits à grand déploiement qui sont 100% AI, en tout cas à ma connaissance. Peut-être que je me trompe. Peut-être des pans d'outils qui sont entièrement revus et développés maintenant aujourd'hui avec de l'AI, mais c'est 100% AI. En tout cas, je serais curieux de voir un produit mass development là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, faut faire attention dans la façon dont on parle de ces éléments-là, là, la propreté du code. Le web est rempli de code pas propre. Là, puis c'est pour ça que justement, à l'heure actuelle, l'IA produit du code pas propre parce qu'elle se base sur ce que l'humain a mis en place aussi. C'est un peu ça le set de données actuel. Donc, ça fait partie déjà du discours, dans le fond, des développeurs de s'assurer que les gens fassent attention à ces éléments-là. Mais la réalité, c'est il y a encore une grande, grande partie de gens qui ne portent pas attention, puis ça ouvre le risque. Puis je pense que le risque, il ne sera jamais 100% refermé, il va toujours être là. Mais d'un autre côté, on est dans une époque où l'IA, justement, va nous servir à se protéger contre des failles potentielles, puis à s'assurer justement qu'on évolue peut-être plus vite aussi de ce côté-là. Je pense que les systèmes, oui, il y a de l'évolution, mais en même temps, je pense que l'idée là, que l'IA vienne s'ajouter comme une genre de couche protectrice, comme tu le disais tout à l'heure, va assurément sécuriser bien des systèmes. Là. Non, ça n'aura pas le choix. Là. J'entendais certains dire que c'est ça, l'IA serait directement, si c'est pas déjà fait, mais que ce serait déjà directement injecté dans des pare-feux de gros systèmes. Donc, un système que vous utilisez à tous les jours, il y a une couche on top of that sur le dessus qui vient comme le fameux pare-feu, là, qui est une technologie qui vient comme regarder tout ce qui rentre, tout ce qui sort, puis est capable de flaguer quelque chose avant même qu'il ne t'infecte. Ben là, l'IA va être là-dedans si ce n'est pas déjà le cas en ce moment pour nous protéger en temps réel. Fait que mais ça demeure quand même un gros enjeu pour toutes les grosses compagnies tech. Tu as dit quelque chose tantôt, ça m'a fait réagir, puis je ne voulais pas te couper pour en parler, mais tu as parlé de ton fameux système de recettes.
Puis, je suis tombé là-dessus hier. C'était à l'épicerie, l'émission L'épicerie, que vous connaissez peut-être, ou si vous ne la connaissez pas. C'est une émission qui traite, dans le fond, des bonnes utilisations ou de l'information qu'il y a autour du monde alimentaire. Donc, vraiment très, très intéressant. Ça fait plusieurs années que ça existe. Et hier, ils ont présenté une émission, ou du moins une portion d'émission sur, ils ont mis l'IA entre les mains de personnes de différents âges pour voir de quelle façon est-ce que ça peut avoir un impact dans leur préparation alimentaire. Donc, c'était super intéressant de Ah, réaliser que, un, ben, c'était mitigé par la façon dont on l'utilise, mais pour qui, dans la majorité des cas, il y avait une économie substantielle, entre autres, qui était réalisée par les gens parce que ça les forçait pas parce qu'ils utilisaient nécessairement juste l'IA, mais parce que le fait de penser utiliser l'IA pour bâtir, exemple, une épicerie ou quoi que ce soit, ça facilitait finalement la préparation, puis le fait de passer du temps à le faire plutôt que d'y aller un petit peu plus sur le fly, puis rendu à mhm. l'épicerie, finalement, tu rajoutes 3, 4 affaires dans le panier, puis ton budget, ben là, finalement, tu te rends compte que ça t'a coûté beaucoup plus cher. Mais j'ai été étonné, là, entre autres, il y avait une dame qui disait, par exemple, que elle avait l'habitude d'avoir une épicerie qui pouvait osciller autour de 200 $ peut-être par semaine, euh, puis qu'elle avait ramené ça autour de 90 $ dans le fond en utilisant l'IA. Puis ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi, c'est que pour bien des gens, l'erreur que je voyais, c'est que les gens demandaient à l'IA de proposer des recettes, de générer des recettes. Puis c'est là qu'il y a un risque parce que l'IA peut se mettre à halluciner des ingrédients qui n'ont pas lieu d'être dans la recette ou quoi que ce soit. Donc, d'où l'importance d'utiliser peut-être plus un outil ou une base de données de recettes concrètes, puis de dire à l'IA, ben voici les recettes qui m'intéressent, produis-moi maintenant ma liste d'épicerie, produis-moi dans le fond ce que j'ai besoin, va voir les coûts reliés spécifiquement à ces outils-là, etc. Fait que je voulais refaire une petite parenthèse là-dessus pour dire que au-delà de toi et moi qui sommes des geeks, de réaliser que il y a eu déjà du monsieur, madame, tout le monde qui ont pensé à se dire, ben, hey, utilisons l'IA pour faciliter notre quotidien. Donc, quand même assez cool. Ben, c'est ça. Moi, je- de l'avoir comme compagnon et de lui parler, comme lui converser comme un ami qui peut t'aider dans ta réflexion, même si ça a l'air sci-fi comme scénario, c'est là, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas un pan de ta vie qui ne peut pas être, que tu peux pas utiliser cette IA-là pour te challenger, t'amener à un autre niveau. Ne prenez pas tout ce qui se dit comme du cash, mais c'est du beau 80-20, là. Je vous dis, 8 fois sur 10, on est pas mal dedans, là, tu sais. Fait que je vous invite fortement à le faire. Puis peut-être, je surfe rapidement sur... on a sorti une clip un peu sur TikTok dernièrement qui a fait enflammer les passions par rapport au truc d'épicerie, là, au petit projet d'épicerie qu'on est en train de travailler, toi et moi. On ne le savait même pas l'un et l'autre de notre bar. Il y a quelqu'un qui commentait quelque chose de vraiment cool, vraiment chouette. Pour ceux qui ne veulent pas nécessairement tomber dans toute l'IA et tout ça, il y a masemaine.ca qui semble faire exactement ou très proche de ce qu'on voulait faire. Des menus générés par IA, les rabais dans les 7 grandes chaînes, les épiceries triées, ça se link avec ton calendrier. Donc, c'est comme exactement le projet que moi j'avais en tête et sûrement très proche du tien aussi. Puis, ça coûte une bouchée de pain, là. Je veux dire, c'est un cool système qui n'est pas super cher, qui te permet d'aller vraiment faire ta liste d'épicerie avec les rabais, puis avoir tes recettes. Fait que, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, Joe, clairement, là. Puis assurément, j'imagine que dans le monde agroalimentaire, dans les grandes épiceries, puis ces joueurs-là actuellement, c'est sûr qu'il faut qu'ils travaillent sur quelque chose par rapport à ce phénomène-là. Je veux dire, si monsieur, madame, tout le monde se met à faire ça et à optimiser, assurément, il y a un impact. Puis en tout cas, je suis curieux de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve de ce côté-là, là. Ouais. Maxi qui aime ça, les bas prix, là, moi, te dire, on te les lowballés en tabarouette, tes bas prix, là, l'imbattable, là, si le trois quarts du Québec se met à réclamer les imbattables, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être retirer ce petit programme-là qui était le fun parce qu'il y avait juste genre une personne sur 8 qui le prenait, là. Non, mais ça va être à surveiller, clairement, effectivement. Tu sais, ça a été actuarisé. Tu sais, c'est des calculs d'actuaires, tu sais, qui disent, OK, ben les imbattables, ça peut représenter 30% des remboursements peut-être qu'on peut émettre, mais tu sais, c'est géré, tu sais. Mais j'ai hâte de voir, là, tu sais, là, on change la donne. Fait que, bien intéressant. Écoute, on a une passion incroyable pour l'utilisation de l'IA et de l'accompagnement à bâtir nos semaines et nos épiceries. Assurément, ça va servir à autre chose, sans aucun doute, mais je trouve ça toujours fascinant
fascinant. Puis c'est surtout que c'est accessible pour tout le monde là, comme usage. Donc, mais je trouvais ça particulièrement très drôle de voir là, qu'il ramenait ça jusqu'à l'épicerie puis que les gens pouvaient le faire. Puis ce qui était quand même très drôle aussi, c'est qu'il posait la question à la toute fin. Puis je vous invite, je vous invite, vous pouvez sûrement retrouver le segment quelque part en ligne. Mais il invitait les gens à dire, est-ce que vous avez l'intention de continuer d'utiliser ou est-ce que... Puis il y a des gens pour qui ils disaient, ben non, moi finalement, je trouve pas ça très intéressant. Puis je considère que je peux continuer de prendre le temps de moi-même faire ce travail-là de recherche, puis d'aller le faire parce qu'il y a trop d'erreurs, etc. Puis tout ça. Donc, il y a encore du chemin à faire. Fait que c'est pas encore monsieur, madame, tout le monde qui se met à l'utiliser jour 1. Joe, je te propose de y aller avec 2 nouvelles en rafale. Une que je t'ai parlé un peu, puis une autre que je viens de voir popper dans mon LinkedIn qui est en lien avec des sujets qu'on a déjà parlé par le passé. Le premier truc que je veux vous parler, c'est une nouvelle que j'ai vue passer, puis qui est très Big Brother is watching you. Là. On apprenait dernièrement, puis peut-être c'est plus vieux que ça, mais moi je l'ai appris que dernièrement. On voit ici un post de Steve Waterhouse, là, qui est un expert en cybersécurité ici au Québec. Saviez-vous que les téléviseurs Samsung Electronics envoyaient ces informations toutes les minutes, tandis que les appareils LG Electronics le faisaient toutes les 15 secondes? C'est quoi ça? C'est l'ACR. Automatic Content Recognition. Je vous évite de tout lire ça, mais je vous montre l'image. Il semblerait, puis moi je ne le savais pas, je ne sais pas si toi tu le savais, il semblerait que la majeure partie des grandes compagnies de télévision ont une technologie qui, à toutes les quelques secondes, vont prendre une photo de ce que la télé est en train de montrer à moi sur le divan. Ils vont comme anonymiser ça, travailler l'image pour que ça soit pas comme je vois vraiment que c'est l'émission L'épicerie que je suis en train d'écouter, mais quand même ils vont rendre cette image-là en information textuelle décrivant qu'est-ce que c'est qui est là, vont envoyer ça à des serveurs de compagnies qui sont des compagnies tierces à Samsung, LG, Vizio, puis bon. Puis ces compagnies-là, c'est des compagnies qui se spécialisent dans la collecte de ces informations-là. Vous voyez ça comme des espèces de données là, rapetissées, mais qui montrent qui disent un peu c'est quoi le contenu qui est sur la télé. Ils ramassent ça, imaginons tous les foyers du Québec qui écoutent la télé, les séries, là, hier, 4-3 Canadiens. Ils ramassent ça ici et ça donne beaucoup de data pour dire aux brands qui font de la télé, c'est quoi qui est écouté, quel genre, quand, quoi. C'est vraiment des yeux qui regardent ce que toi, tu regardes et c'est envoyé sur le cloud. Les compagnies de télévision le savent. C'est revendu, ces données-là, à plein de compagnies. On dirait que je le savais, mais je le savais pas vraiment. Je me disais que sûrement, il y avait de quoi, là, tu sais. Mais là, d'avoir vu ça, cette espèce de stratagème-là, ah ouais, c'est tombé intense. Savais-tu ça, toi, Joe? Ben, je ne savais pas spécifiquement pour les téléviseurs, mais en tout cas, chez nous, je peux dire qu'ils vont être déçus, puisqu'ils vont voir souvent la famille Gros, parce que c'est ça que ma fille, elle écoute. Mais, mais oui, écoute, tous nos écrans, on le sait, là, je veux dire, ça sert de moniteur, puis oui, il y a de l'information qui sort de ça, mais pour la télé proprement dit, je ne savais pas que les major brands avaient eux-mêmes leur propre outils, dans le fond, pour ramasser ce genre d'échantillons-là. Oui. Fait que reste à voir, bon, qu'est-ce qu'ils font avec ça, puis mais on tombe quand même dans le monde de, on est capable ensuite d'influencer la publicité qui va jouer, on est capable de te montrer des bons programmes, on est capable de te connaître, qu'est-ce que tu écoutes, quand et quoi. C'est assez fou. Je suis tombé aussi sur ce gars-là sur TikTok qui, sur la chaîne Tech Explain, cette espèce de gars-là dans une espèce de shop électronique, il arrive toujours avec des petites vidéos de 1 minute et demie où il explique des concepts. C'est lui qui m'a amené ce concept-là. Très, très, très intéressant là, pour ceux qui veulent suivre un peu se faire vulgariser au coton là, de la tech. Là, c'est très, très intéressant à ce niveau-là. Fait que, ouais, le festival de la surveillance de masse, on le voit un peu partout, puis on le voit là-dedans. Là. Intéressant. Ouais. Sinon, je t'amènerais sur un Hot Topics qui vient juste de sortir. Puis moi, j'avais pas vu ça
avant ce matin. Je fais un petit shout-out à un ancien partenaire, client startup / Antoine Lavoie, qui est cofondateur d'une startup ici qui a été acquise, là, Cœur-Oui, vous irez voir ça. Antoine semble shooter plein de belles news technologiques dans les derniers jours et il semblerait que la publicité sur ChatGPT est maintenant live au Canada depuis la fin de semaine. Il y a donc... moi, j'ai pas essayé le compte free sur ChatGPT, là. J'ai juste utilisé le payant, là, mais donc, il y aurait ceci qui est là. La publicité débarque sur ChatGPT pour vrai. On le savait que ça allait s'en venir. Y a-tu moyen de la déliter? Il y a sûrement moyen non, il y a peut-être moyen du paramétrage autour de ça, mais 2 mois plus tôt, ouais, on se rappelle que 2 mois plus tôt, Anthropic publiait Claude is a space to think et claquait 8 millions sur un spot Super Bowl pour dire ads are coming to AI but not Claude. Fait qu'il y a de gros enjeux au niveau de comment on se positionne dans un monde AI, puis pub, pas pub, c'est quoi notre modèle de revenu? J'en parlais un petit peu tantôt. Tout le monde est en train de tester des affaires là, à ce niveau-là. Non, écoute, c'est sûr qu'il faut que ça se monétise. Là. Particulièrement, je pense que ChatGPT, il y a des enjeux majeurs de ce côté-là. Là, donc, je suis pas étonné, un peu déçu de la forme que ça prend. Ouais. Je me serais peut-être attendu à de quoi de plus intégré que ça et non pas juste un genre de bandeau. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu facile. Ouais, si on le regarde un peu encore, là, tu sais, t'es en train de chatter, puis là, on te pop Uber. Ouais, parce que là, t'aurais-tu demandé de quoi par rapport à Uber? Real example of AI gig economy job. Non, pas tant. Pas tant, ouais. Fait que c'est pas full. En tout cas, c'est un exemple, mais hâte de voir comment ça va sortir. Moi, j'en ai pas vu non plus. Puis, de toute façon, je te dirais, je n'utilise pas vraiment chat. Je l'utilise plus. Mais, ouais, c'est à surveiller. La pub, on s'en sauve pas. On s'en sauve pas. Tellement pas. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Épisode à saveur sécurité, à saveur, IA, mais tu sais, comment l'aspect cybersécurité entourant tout ça va venir nous frapper. Ouais. Moi, je n'ai un petit truc juste pour terminer. Ça m'avait fasciné. Wi-Fi signal could prove useful for spies. Fait que, bref, dans les choses, des fois, on se dit ah oui, mais toute la tech autour de nous, là, vos signaux Wi-Fi, ben, ultimement, on émet un signal, hein, donc c'est radio. Donc, ça permet d'aller voir dans une pièce qu'est-ce qu'il y a, parce qu'il y a une réflexion du signal qui se fait. Parce qu'un signal, exemple, s'il y a un mur qui est bétonné ou que ce soit, va pas passer à travers. Donc, ça veut dire que le signal, il arrête. Donc, on est capable à ce moment-là de mapper littéralement qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Donc, je trouvais ça super intéressant. C'est un article qui est sorti là, sur The Economist qui date, mais qui était revenu un peu dans mon radar. Puis j'étais comme, c'est vrai, quand on y pense, le Wi-Fi, c'est quand même potentiellement quelque chose qu'on oublie, qui est là, qui est très présent, tout comme les ondes cellulaires, tous les autres trucs. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un signal quelque part qui vous observe. Puis, même affaire, je fais du pont sur... si vous utilisez Strava, les amis, il y a quelques années, Strava avait permis de découvrir des bases militaires parce que les gars et les filles de l'armée faisaient leur petit jogging dans des endroits full cachés. C'est arrivé encore. French sailor runs not so far away from Iran. On voyait, il n'y a pas trop longtemps, dans cette partie du monde-là. Ah ben, tabarouette, une petite course ici là, qui s'est passée par Arthur, course à pied. On sait clairement où était donc un bateau français qui se promenait ici. Donc, la surveillance est là, les amis. Là. Puis là, on se promène, nous autres, avec notre Strava, à faire notre petite course sur un porte-avions en pleine mer. Puis, l'ennemi peut le savoir. Arthur est en train de faire sa run du matin, puis qu'il a fait tel temps, puis que c'est un bon temps, mais ça va être aussi un temps pour te bombarder, mon chum. Là. Fait que c'est... Incroyable. Incroyable.
Alors, c'était ce Tech News des dernières semaines. Merci, Joe, pour ce survol-là. J'espère que, chers auditeurs, vous en avez appris un petit peu plus sur l'actualité technologique. Puis, on sera assurément là pour un prochain épisode et vous rebriefer sur les dernières actualités qui vont s'être passées dans les prochaines semaines. Merci, Simon. Merci tout le monde. Yes, merci. Bonne semaine. Bye.